Bienvenue sur le ring, l'ODJ, TV Radio, Shafat Afilel. Merci Rachid, encore une fois. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous rappelle que vous avez été ministre délégué en charge de l'eau, que vous êtes membre du bureau politique du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme, et que vous êtes spécialiste experte en ressources hydriques. Absolument. Ce ring avec vous, 3 rounds thématiques. Premier round, urgence hydrique, à qui la faute? Avec un point d'interrogation. Deuxième round, pénurie d'eau, faut-il monétiser le mètre cube d'eau, c'est-à-dire revoir la tarification et avoir une évaluation précise et chiffrée du coût du mètre cube d'eau. Et troisième round, Shafat Afilel, sécurité hydrique, comme on parle de souveraineté aussi et de sécurité alimentaire, est-ce que c'est un vœu pieux avec un point d'interrogation compte tenu qu'on ne maîtrise pas les changements climatiques? Mais sur le premier round, urgence hydrique, à qui la faute? C'est la faute à qui? Si on n'a plus d'eau On ne peut pas appréhender le sujet du stress hydrique de cette façon-là, à qui est la faute. On ne cherche pas de voir à qui est la faute, mais plutôt d'analyser la situation, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et de se projeter dans le futur pour mettre en place toutes les dispositions nécessaires. Tout d'abord pour faire face aux aléas climatiques, étant donné que le Maroc est situé dans un pourtour, dans le pourtour méditerranéen qui est frappé de plein fouet au changement climatique. Et je pense que la crise ne fait que commencer. Donc ce sont des rapports de la GIEC qui disent comme quoi l'avenir sera beaucoup plus incertain que maintenant. Donc il y a tout d'abord les aléas climatiques, certainement, qui ont impacté le cycle de l'eau, qui ont retardé... Est-ce que c'est plus les sécheresses, par exemple, de ces dernières années, parce qu'on est sur la 5e année de sécheresse, pratiquement aujourd'hui, que le pays traverse, ou c'est le retard pris dans les infrastructures en matière d'eau? Tous les rapports des institutions internationales, tous les experts mondiaux, toutes les institutions internationales, y compris la Banque mondiale, ont abouti à une conclusion, à un constat. Le problème du Maroc ne réside pas uniquement dans l'infrastructure. Les infrastructures sont là. Et le dernier rapport de la Banque mondiale est beaucoup plus parlant. Et a pointé de doigt la gouvernance des ressources en eau plutôt que les infrastructures. Parce que le Maroc s'est engagé dans la mobilisation des infrastructures depuis son indépendance, qui fait du Maroc un modèle plutôt mondial en matière de mobilisation à travers les grands barrages, à travers également le transfert interbassin, à travers également la mobilisation des ressources en eau souterraines, à travers également l'accélération des investissements dans les infrastructures des zones non conventionnelles. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut effectivement parachever ces projets-là et se basculer petit à petit vers les ressources non conventionnelles, principalement dans le littoral, mais sans pour autant oublier la clé de... Laissez-moi s'il vous plaît terminer ma pensée. La clé de voûte et la pierre angulaire de la politique hydrique qui est la gouvernance. Et je pense qu'il n'y a pas assez d'efforts, il n'y a pas assez de fonds qui ont été alloués à la gouvernance, de fonds, je dis le fonds, les finances publiques qui ont été alloués à la gouvernance des eaux, à l'économie d'eau. Il y avait des efforts, je ne suis pas nihiliste pour nier tous les efforts qui ont été déployés, mais ils restent insuffisants. Donc il faut mobiliser beaucoup plus de fonds dans la gestion de la demande. Rationaliser la gouvernance, rationaliser la gouvernance, c'est-à-dire à savoir ce que fait le gouvernement, les pouvoirs publics, les établissements, les offices publics comme l'ONE aussi, et les agences aussi de bassin d'eau. Parce qu'en fait, il y a une espèce de millefeuille aujourd'hui, on ne sait plus qui fait quoi. Par contre, on se retrouve aujourd'hui avec sécheresse, avec tension au niveau hydrique, avec un coup, vous avez vu, d'ailleurs le chef de l'État, réunion, séance de travail la semaine dernière, une rallonge budgétaire de 28 milliards de dirhams, donc on est sur une enveloppe globale de 53 milliards de dirhams, et la menace du fait d'avoir aujourd'hui l'eau comme principal responsable, en tout cas selon le gouvernement en place, de l'inflation des produits alimentaires. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que les arguments avancés par le gouvernement se contredisent. Parfois, on dit les intrants qui font en sorte qu'ils sont cause des inflations, parce qu'on dit le conflit géopolitique, parfois on dit le rendement des terres qui n'est pas le même, parfois on dit les semences. Donc, il faut opter pour un argument pour ne pas embrouiller la tête des Marocains. Et des Marocains. C'est quoi la raison principale? Je ne suis pas là pour parler de l'inflation, je vais parler d'un sujet par rapport à l'eau, parce qu'on passe par des périodes de sécheresse très sévères qui ont duré 3-4 ans successifs, qui ont impacté sur les réserves des barrages. Et du coup, on a arrêté l'irrigation dans certains périmètres, principalement les grands périmètres. Quand c'est rabattu vers la nappe d'eau, il n'y a plus d'eau dans les ressources souterraines parce que vraiment, on a mal géré les réserves en eau souterraine. Qui ont été abîmées, qui n'ont pas été régulées, la politique n'a pas été suffisamment coordonnée.
Je ne suis pas là pour dire qui est le responsable, mais plutôt le constat est là qu'il faut corriger. Est-ce que ça veut dire que Sharafat Hafilel, vous en tant que femme politique aussi, de femme politique engagée, vous dites qu'il ne faut pas, surtout ne pas politiser ce débat-là? Parce qu'on a l'impression que depuis quelque temps, on cherche à responsabiliser. Ça a été dit par le discours de Sa Majesté qui a dit qu'il faut garder ce débat-là, un débat serein et un débat objectif pour ne pas jouer la politique politicienne. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Je t'ai envoyé des arguments qui sont avancés de part et d'autre, qui menacent ou qui pointent de doigt le responsable et le responsable. C'est pas ça l'approche qu'il faut adopter pour gérer la situation. Moi, personnellement, quand j'aborde le sujet, de par ma connaissance et de par mon background professionnel, je l'apporte d'une manière scientifique et technique plutôt que politico-politicienne. Donc, vous dites, déjà, il faut revoir la gouvernance. Il faut revoir la gouvernance, certainement. Donc, on a beau investir les infrastructures, mais ça ne suffit pas. L'amélioration des infrastructures, l'accélération des installations de dessalement, de réutilisation, sur lesquelles on va revenir d'ailleurs. Une part de la solution, mais non pas l'entière solution. La solution doit couper également l'investissement dans les gouvernances, la refonte de certains choix politiques, des politiques publiques qui également ne sont pas adaptés. La réhabilitation des infrastructures qui enregistrent des pertes, et ça a été déclaré par le monsieur le ministre lui-même au sein du Parlement, comme quoi il y a 1 milliard de pertes, de mètres cubes qui est perdu dans les infrastructures parce que les rendements ne sont pas là. Je pense que le retard qu'il faut aborder maintenant, c'est là où il y a le retard dans l'amélioration du rendement des canaux d'irrigation, l'amélioration du rendement dans les réseaux de distribution de l'eau potable, la reconversion vers des systèmes d'irrigation beaucoup plus économes. Donc, je sais que le département de système d'irrigation, je dis le goutte à goutte, la limitation également de l'extension de certaines superficies qui se fassent d'une manière non contrôlée et non concertée avec les parties prenantes. Donc, tout ça doit être mis dans un package pour résoudre cette problématique, où on doit aborder le sujet d'une manière beaucoup plus objective que de chercher à pointer le doigt. Donc, Sharafat Hafilel, lorsque Nadia Ftihar-Elaoui, pour ne pas la citer, hier au Parlement, première chambre, séance et des questions orales, fait cette déclaration en disant l'inflation des produits agricoles et fruits et légumes, la raison, c'est le retard pris dans les projets liés à l'eau. Vous dites que, voilà, si vous dites en fait, il faudrait beaucoup plus se concentrer la gouvernance sur l'infra, l'assainissement, par rapport à toute cette eau que nous perdons chaque année, 1 milliard de mètres cubes, plutôt que de rentrer dans des débats en disant voilà, c'est. Elle parle de dessalement de Casa, j'ai pas entendu ça. C'est l'augmentation des prix de la tomate ou des fruits ou des légumes, c'est les retards pris dans les chantiers. Peut-être ça, c'est de la polémique politique, c'est de la polémique politique, mais plutôt parce que les arguments avancés se contredisent par chaque responsable. Parfois, on avance les intrants, les semences, les fertilisants, parfois on avance le rendement de la terre. Ça a été dit par monsieur le département de l'agriculture lui-même, comme quoi le rendement a baissé. Parfois on avance les aléas climatiques et la sécheresse. Parfois on cherche quand même à culpabiliser quel que soit. Mais le dessalement, quand on parle de Casablanca, n'est pas destiné à l'irrigation. Je suis vraiment désolée. On va y revenir. L'irrigation est venue juste pour faire bénéficier certains périmètres qui n'ont pas été intégrés dans le dessalement de Casa, mais plutôt ça a été programmé pour sécuriser l'accès à l'eau potable au niveau du Grand Casablanca. Urgence, Cédric, à qui la faute? Vous dites qu'il ne faut pas chercher les responsabilités politiques. Moi, je ne peux pas aborder le sujet de cette manière-là. L'aborder sereinement. Je ne cherche pas à mettre quelqu'un sous la potence, mais plutôt résoudre le problème de sa globalité et dans son intégrité. Deuxième round, pénurie. Intégralité plutôt. Deuxième round, Sharafat Hafilel, pénurie d'eau. Faut-il monétiser le mètre cube d'eau? C'est un débat sous-jacent. Je ne sais pas, lorsque vous étiez aux responsabilités, est-ce que c'était aussi d'actualité ambiant, le fait de dire il va falloir aussi réviser la tarification de l'eau, parce qu'il y a une partie qui est subventionnée aussi, y compris quand les coûts de revient en matière d'énergie sont élevés. Donc c'est toujours l'État, et depuis toujours, qui prend en charge en tout cas une partie, une composante. Est-ce que vous considérez valeur aujourd'hui, vu la conjoncture, un cycle de sécheresse qui se poursuit et la menace hydrique du pays, est-ce que selon vous il faut monétiser le mètre cube d'eau impérativement, compte tenu que l'État s'apprête à engager des dépenses en matière d'investissement public importantes? Je ne préfère pas utiliser ce terme de monétiser, parce que je viens de rentrer d'un sommet international où on parle de underpricing de l'eau, comme quoi elle est sous-tarifiée. Mais l'accès à l'eau, c'est un service public.
c'est un service public que l'État doit assumer. Et gratuitement pas gratuitement, mais je ne dis pas gratuitement, mais il reste toujours, c'est un service public qu'il faut assurer pour tous les citoyens et citoyens marocains. C'est de par la Constitution nationale, elle est constituée l'un des droits fondamentaux qui ont été reconnus par la Constitution. Donc l'article 31 dit qu'on croit l'accès à l'eau potable. Maintenant, c'est vrai que l'État a la part de responsabilité d'engager ou de mobiliser les investissements nécessaires à la sécurité hydrique, les barrages, les adductions, les stations de traitement, les stations de relevage, les stations de pompage là. Mais toujours est-il, il faut que le citoyen, moi je parle de citoyen, assure la couverture d'une partie des frais de gestion de cette eau. Ça veut dire est-ce que ça veut dire que sans pour autant toucher les couches sociales défavorisées, là où le citoyen, l'État par exemple, peut, comme ça c'est le cas pour certains pays, on donne des chèques d'eau. Des chèques d'eau, ça veut dire une dotation pour chaque famille démunie qui peut être assurée par l'État. Ça, c'est un concept qu'on pourra... Est-ce que c'est modélisable selon vous chez nous? Il doit y avoir le déploiement du RSU, le registre social unifié, avec également ce qui devrait suivre, c'est les aides directes. En tout cas, et faire en sorte aussi de retirer la subvention de la bouteille de gaz qu'on pourra utiliser, par exemple, pour assurer à certaines couches et familles démunies qui n'ont pas vraiment les moyens. La première tranche, on peut donner une dotation qui est pour boire, pour se doucher, pour préparer la nourriture. On pourra, par exemple, l'État a les moyens. Donc ça veut dire qu'on change de paradigme. Parce que jusqu'à présent, on a l'impression que le citoyen, l'agriculteur... Pas nécessairement via la facture eau, mais il pourra être intégré dans les aides sociales que l'État envisage de donner à la population qui sont démunies. Sans pour autant, bien entendu, des gens qui atteignent certaines tranches, qui ont des jardins, qui ont des piscines, qui ont des voitures à demain, il faut qu'elles payent la vraie valeur de l'eau. Ça, c'est les citoyens. Mais aussi pour d'autres usages. Les industriels qui dégagent beaucoup de bénéfices, il faut qu'ils payent la vraie... Est-ce que c'est en fonction des bénéfices qu'ils devront payer ou en fonction de l'eau consommée? En fonction de la consommation. En fonction de la consommation, parce que l'État a construit, par exemple, un barrage, il a investi dans le CAPEX pour un industriel qui dégage des bénéfices qui atteignent certains seuils. Il faut qu'il contribue, pas nécessairement pour l'exploitation, mais il contribue d'une partie pour le CAPEX. Par exemple, l'industriel utilise son propre station de dessalement. Combien ça va coûter de mètres cubes pour l'industriel? Je parle de l'industriel, mais aussi pour les agriculteurs également. Il y a certains agriculteurs, des grandes exploitations agricoles qui sont destinées à l'export, qui ne payent pas la vraie valeur d'eau et qui sont en dehors des périmètres qui sont gérés par les ONVA. Moi, quand j'étais au ministère, on a recensé 1200 grands exploitants agricoles de la région de Souss-Massa qui ne payent pas 2 centimes de mètre cube aux agents de bassin. Qui ne payaient pas d'eau et ils ne payent pas probablement même de l'électricité qui est subventionnée par l'État. Je ne suis pas contre eux. Mais il faut reconnaître. J'ai essayé, j'avais fait plusieurs tentatives pour qu'ils puissent honorer ses engagements vis-à-vis des agences de bassin qui sont normalement, où l'État a créé ces agences de bassin pour qu'ils deviennent autonomes économiquement et financièrement. On n'y est pas arrivé parce qu'on ne paye pas la vraie valeur d'eau pour certains agriculteurs qui sont en dehors des Ça veut dire que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, 143 milliards de dirhams qui ont été mobilisés, 28 milliards de dirhams supplémentaires depuis la semaine dernière. Vous avez vu le roi qui a tenu une réunion de travail dans ce sens. Donc ça veut dire de l'argent public qui va être dépensé, mais ça veut dire que parallèlement à cela, et progressivement, c'est-à-dire une révision du tarif aussi du mètre cube d'eau à l'attention du monde agricole. Non, allez-y, bien sûr. Oui. Moi, je dis la révision du tarif pour les grands consommateurs. Je suis d'accord. Pour les industriels, pour les grandes exploitations agricoles qui ne s'acquittent pas de leur devoir par rapport à la prix d'eau, mais sont toucher la classe moyenne, où la pression est très forte qui est exercée sur cette classe moyenne, sont touchées les couches sociales, bien évidemment, où l'État peut utiliser des mécanismes de levier pour maintenir... Mais ça veut dire que fondamentalement, le prix du mètre cube d'eau va coûter plus cher. Parce que ça a été dit pas cette année, mais l'année dernière, la Journée internationale de l'eau, Valuating Water. Donc, les Nations Unies ont dit comme quoi, pour sauvegarder cette ressource qui devient de plus en plus rare, il faut revoir la tarification, la valorisation économique de cette eau pour les investissements, pas pour la consommation humaine qui ne représente que 20%, mais plutôt pour d'autres usages. D'ailleurs, ça ressort une fois de plus dans le dernier rapport de la Banque mondiale auquel vous avez fait référence aussi. Absolument. Mais ça veut dire que globalement, pour le monde agricole et le monde industriel, le mètre cube d'eau
à l'avenir, va coûter plus cher. Elle est On est bien d'accord. sous-estimée. Mais il va coûter plus cher. Bien sûr, il doit coûter plus cher. Elle va coûter plus cher. Il faut que ces principaux usagers contribuent aux investissements de l'État. Et je suis de l'avis qui dit comme quoi il faut qu'il apporte, mettre la main dans la poche pour contribuer au capex de ces infrastructures. Sauf que vous savez, moi j'ai eu un échange avec le président de la Chambre d'agriculture de Blimlel, Khanifa, je ne sais pas si vous le connaissez, et Riyad Mohamed qui disait, ben non, l'eau, il est hors de question que les agriculteurs demain payent l'eau. Parce que c'est un bien commun, on n'a pas le droit de faire payer l'eau, ni aux agriculteurs, ni à personne, mais le monde agricole n'est pas prêt à payer, et encore moins à payer plus cher le mètre cube d'eau. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver, Sharafat Afilal, dans une situation extrêmement compliquée et tendue, qui plus est par l'inflation aujourd'hui? L'eau est un bien commun, il appartient à l'État, c'est un bien public. Il appartient au public, il appartient à l'État, mais pas aux individus. Donc c'est l'État qui régule la gestion de l'eau. Donc si on se bat sur ce principe comme quoi c'est un bien public, il faut quelqu'un qui régule l'accès à ce bien public qui appartient à l'État. Donc la régulation fait par des moyens de contribution à l'accès ou à l'usufruit de cette ressource-là. Mais si on garde la portée ouverte de cette manière, il n'y aura pas d'eau, aucune goutte d'eau pour irriguer quoi que ce soit ou pour même pour consommer pour consommation humaine. En tout cas, les agriculteurs disent si nous on augmente le prix de l'eau et on le fait payer le mètre cube d'eau, ça veut dire aussi que les cultures, et les cultures d'ailleurs qui sont très gourmandes en eau, ben, ça coûtera plus cher. C'est comme la tomate ou la pastèque. Si on impose une augmentation du tarif du mètre cube d'eau. Je ne sais pas, je ne peux pas rentrer dans cette polémique-là, mais il faut quand même que les usagers, pour ne pas pointer qui que ce soit, contribuent à la couverture des frais d'eau. En tout cas, les 143 milliards de dirhams, il va falloir aussi qu'il y ait un financement. Ça, c'est l'État qui dépasse de l'argent, il va falloir le compenser aussi. On puise des ressources d'autres secteurs pour accélérer les investissements quand même, pour des activités qui dégagent des bénéfices, qui sont destinés à l'export, qui ne paient pas les impôts pour certaines exploitations agricoles, qui ne payent pas encore des impôts pour l'État. Il faut qu'ils commencent à payer les frais, couvrir une partie des frais de gestion de ces ressources. Dernière question avant de passer au troisième round avec vous. Sharafat Afilal, l'État est aussi subventionne aussi l'eau dans notre pays. D'une manière ou d'une autre, bien sûr. Si on revoit la tarification, et donc on arrive, vous dites, je ne vais pas reprendre le terme, vous n'avez pas aimé monétiser, mais en tout cas, si effectivement. Valoriser économiquement. Voilà, je préfère la valorisation économique. Un vrai chiffrage, évaluation en tout cas du mètre cube d'eau, où effectivement ceux qui consomment le plus d'eau devront payer plus cher l'eau. Mais en même temps, quel avenir pour la subvention? Ça veut dire est-ce que cette subvention ne sera attribuée et ventilée que aux populations dites défavorisées, ou il y aura toujours une subvention aussi sous une autre forme qui sera mise en place? Justement, vous avez évoqué le sujet qui est très important pour moi. Il est temps qu'on attaque à ce sujet-là, le manque d'un organe de régulation de ce secteur de l'eau. Donc il n'y a pas un régulateur. Une espèce d'agence nationale comme l'ANRP pour les télécoms. L'ANRP, comme l'électricité, comme les médias, la HACA. Donc maintenant, avec la multitude des intervenants et des investisseurs qui sont obligés à faire partie de ce programme d'investissement, avec l'ouverture également sur le capital privé, avec l'ouverture sur maintenant l'OCPI qui va commencer à vendre l'eau à l'État, il faut qu'il y ait quand même un organe de régulation pour réguler tout ça et pour arbitrer, pour des mesures comment dire, de protection, de sauvegarde et pour dire, comme c'est le cas par exemple de la HACA. Donc ce vide juridique laisse à présager comme quoi il y a des initiatives de part de là qui créent des polémiques. Je pense qu'il est temps de créer une agence de régulation, comme ça a été le cas comme ça a été dit par le rapport du nouveau modèle de développement. Oui. Mais moi, plutôt, il faut qu'on crée cette agence-là avec un pouvoir, avec une autorité pour pouvoir réguler et arbitrer et prendre la décision. Et sanctionner si besoin. Et sanctionner, je cherche le terme sanctionner. J'ai bien compris, mais c'était super. Et sanctionner merci de Troisième round, Sharafat Afilal, sécurité hydrique. On n'arrête pas de parler de souveraineté depuis la pandémie, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique. Souveraineté hydrique ou sécurité hydrique aujourd'hui, donc un enjeu qui se pose chez nous, sécurité hydrique, est-ce un vœu pieux chez nous? Est-ce que c'est même pas la peine, c'est impensable? On est dans l'impensé que de dire ça, ou il est possible selon vous d'atteindre aussi en tout cas cette sécurité hydrique? Certains disent voilà avec la nouvelle stratégie nationale de dessalement d'eau de mer, 2500 km de côte, ça veut dire que effectivement si on a des bonnes stations de dessalement qui fonctionnent à plein régime, on pourra assurer notre sécurité hydrique. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent ça?
Moi, je ne considère pas comme la sécurité hydrique c'est un vécu. Le Maroc, quand même, a réussi à surmonter certaines périodes de sécheresse qui sont similaires à celle-là. Donc, les années 80, les années 90 et tout ça, on est passé par des périodes similaires. Je pense que le Maroc, avec le savoir-faire qu'il a quand même acquis, avec l'expertise qu'il a capitalisée de son monde, est capable. Nous disposons des ingénieurs qui sont très brillants au niveau de la planification, même au niveau de suivi des grands chantiers. Donc, avec avec l'adhésion, l'intégration, la coordination de toutes les parties prenantes, je pense que le Maroc pourra développer ou revisiter sa politique hydrique pour réingénierer, une sorte de réingénierie de cette politique de telle sorte à accélérer effectivement l'investissement des ressources non conventionnelles. Il y a aussi un potentiel qui est très important de la reuse, qui n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. Il faut avoir l'audace et le courage et l'humilité d'accepter que certains choix sont mal adaptés par rapport à ce contexte-là. Donc, il faut revoir la façon dont on utilise certains choix de politique publique. On utilise la ressource. De politique publique, par exemple, au niveau agricole. Au niveau agricole, industriel, pour ne pas dire que uniquement, mais principalement le département de l'agriculture, parce que c'est le gros consommateur. Là où il y a des régions ou des territoires où il n'y a pas beaucoup d'eau, ce n'est pas la peine d'encourager le développement de certaines industries. Il faut un développement régulé, quoi. Il faut un développement agricole d'une manière régulée et contrôlée. Donc reconfigurer, en fait. Reconfigurer, il faut avoir l'humilité. Je dis l'humilité. Mais il n'y a pas une politique publique qui est réussie à 100%. Il faut avoir l'humilité et la modestie d'accepter que certains de nos choix ne sont pas adaptés, comme c'est le cas pour tout le monde. Donc il n'y a pas une stratégie qui est... Le monde post-pandémie nous a appris aussi qu'effectivement il fallait être extrêmement flexible et réajuster. Absolument, il faut réajuster, accepter on capitalise ce qui est réussi, ce qui marche, et on voit ce qui ne marche pas avec toute la modestie du monde. Donc on n'est pas là pour... Quand on nous dit ceux qui disent la 2500 km de côte, on va mettre en place des Mais à quel point, à quel pied, à quel coût? Et les petits agriculteurs, est-ce qu'on a mis en place des mesures et des outils pour démocratiser l'accès à l'eau dessalée? Celui qui a 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, la culture maraîchère qui semble est-ce qu'on lui a assuré comme quoi il aura le droit, quand il va creuser un peu, il n'y a plus d'eau, donc est-ce qu'il a le droit d'accéder à l'eau dessalée? Est-ce qu'on a pensé aux mesures et des leviers pour démocratiser l'accès au dessalement? Je peux dire, par exemple, pour le potable, il y a une sorte de péréquation. Pour le département de l'agriculture, il ne faut pas zoomer uniquement sur les créateurs de richesses, les créateurs de valeur ajoutée, mais également les petits et moyens agriculteurs. Comment ça se passe à Agadir, une station de dessalement? Il n'y a pas que il est destiné uniquement pour les grands exploitants. Est-ce que le petit agriculteur qui a 2 hectares ou 2 hectares, est-ce qu'il a accès à ce Donc, vous êtes en train de dire, Sharafat Afelleh, vous dites, en tout cas, dans les futures stations de dessalement d'eau de mer qui vont être mises en place, qui devraient être fonctionnelles d'ailleurs avec Casa, apparemment à l'horizon 2026. C'est plutôt le potable. C'est plutôt le potable parce qu'il y a une grosse déficit, il y a des grosses tensions sur l'alimentation en potable. Mais vous dites, en tout cas, les stations de dessalement d'eau de mer, il faut d'ores et déjà penser à qui va aux bénéficiaires en fait. Est-ce que l'agriculteur qui a son champ avec parce qu'on a une agriculture très morcelée. Je le défends même à l'échelle internationale. Je défends comme quoi il est temps de démocratiser l'accès à l'eau dessalement. Donc, je peux dire que l'État assure la péréquation pour le potable, il n'y a pas de souci, mais pour les petits agriculteurs qui n'ont pas de puits, qui est tari, qui est asséché, par quoi il va se souvenir à ses besoins. Des stations de dessalement d'eau de mer. Alors, je ne sais pas si vous avez la fibre écologique, Sharafat Afelleh, parce oui, il y a aussi un enjeu environnemental aussi à prendre en compte de l'utilisation de ces eaux dites superficielles provenant de ces stationnements d'eau de mer et toute la saumure en fait qui remonte aussi. Est-ce que vous là-dessus aussi, il y a aussi donc du coup un enjeu également écologique et environnemental qu'il faut prendre en considération parce que pour l'instant ça n'a pas été forcément évoqué et en tout cas mis en relief. Tout à fait, parce qu'effectivement, vous avez soulevé un point très important. Il y a quand même une carence au niveau réglementaire et juridique. Donc, comme le Maroc, maintenant, elle duplique cette solution au niveau du littoral, et le temps, d'ailleurs, je l'ai dit à M. le ministre Nizar Baraka, d'étoffer l'arsenal juridique en mettant en place des normes et des standards pour optimiser l'impact des stations de dessalement sur le littoral, que ce soit pour la gestion des saumures, que ce soit également pour les émissions
des gaz polluants, que ce soit aussi pour la défiguration du littoral. Tous ces impacts-là devraient être cernés, encadrés via l'élaboration d'une norme dédiée au dessalement et ses impacts sur l'environnement. Il y a des pratiques, je ne peux pas nier qu'il n'y a pas de pratiques, mais il faut promouvoir ces pratiques-là au niveau réglementaire pour qu'elles soient des normes et des décrets, une loi tout d'abord, et des décrets qui sont ça, c'est pour l'enjeu de protection de l'environnement et environnementaux. L'aspect environnemental des stations de dessalement. Il n'y a pas vraiment une loi qui cadre tout ça. Parce que comme c'était nouveau. Est-ce qu'il faudra également cadrer aussi la tarification du mètre cube d'eau provenant des stations de dessalement d'eau de mer, compte tenu que c'est des stations de dessalement d'eau de mer, c'est énergivore, c'est comme la composante énergie, je crois que c'est 40 ou 45%. Exactement. Voilà, et donc ça consomme énormément d'énergie, et que du coup aussi le mètre cube d'eau sorti de la station de dessalement coûtera beaucoup plus cher. Est-ce que là aussi, comment ça peut être géré chez nous et quel modèle économique possible? Est-ce qu'on va y remettre de la subvention avec l'État ou... Oui, certainement, il y aura de subventions. On ne peut pas passer sans la subvention, surtout pour l'eau potable. Comme j'ai dit, la péréquation pour assurer l'équilibre financier des principaux opérateurs de distribution. Mais le modèle qui a été pour le Maroc, je pense que c'est un modèle qui est très, très bien. Donc, c'est dans le PPP, le partenariat public-privé social et non pas marchand. Donc, il fixe la part des énergies renouvelables, tout d'abord pour qu'ils soient des stations écologiquement acceptables. Par exemple, la station de Kassa, 80% des énergies sera à partir des énergies. Ça, c'est l'objectif affiché. Le fait d'avoir que la station de dessalement d'eau de mer de Casablanca tourne avec l'énergie propre. 80% apparemment. 80% apparemment. Également pour l'oriental, ça va être la même chose. On a Agadir qui tourne avec l'énergie fossile. Une partie de l'énergie fossile, parce que le port de transfert de l'énergie solaire, on ne peut pas faire fonctionner une station dans sa globalité avec l'énergie renouvelable, parce qu'il y a des aléas. Par exemple, il y a des aléas où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas une panne quelque part. Il faut qu'il y ait quand même une solution alternative pour laisser la station. Mais toujours est-il, le modèle qui a été opté pour le Maroc dans l'élaboration de ces stations-là, c'est un modèle acceptable qu'il faut quand même capitaliser et corriger certains dysfonctionnements. Et donc, est-ce qu'on aura atteint, nous, un jour, un horizon, la sécurité hydrique? La sécurité hydrique est déjà maintenue, alhamdoulilah. On a de l'eau au robinet, même dans on a de l'eau au robinet, mais à quel coût et à quel prix? Vous savez, quel coût, les cargaisons, les containers qui ont été envoyés, ça a coûté extrêmement cher. Et c'est peut-être pour ça aussi que la fiscalité n'a pas baissé. Et je sais que votre parti fait partie de ces partis politiques aussi d'opposition qui ont demandé une baisse de la fiscalité, de la TVA ou de la TIC sur les carburants ou sur les produits alimentaires. Oui, les carburants, les produits alimentaires, c'est un autre sujet. Mais bien sûr que... Parce que c'est un coût. Tout ça, c'est un coût aussi. Ce qui se passe aujourd'hui, depuis quelques années, le manque d'eau et le fait de transférer de région en région de l'eau par container, par autre, ça a eu des frais supplémentaires. Un seul cas, c'était le cas de Tanger. Maintenant, même avec la difficulté de cette situation, alhamdoulilah, on assure quand même à gérer la situation avec le minimum de dégâts. Je reviens toujours sur la gouvernance. Donc la gouvernance, même si on investit des milliards de dirhams, d'euros, de dollars dans les infrastructures, mais sans les mesures, des vraies mesures de bonne gouvernance des ressources en eau, on va tourner toujours en rond. Il faut avoir l'humilité d'accepter et d'écouter certains avis, même si on ne les aime pas. Il faut revisiter certains choix politiques et certains modes d'exploitation des ressources en eau. Il faut investir dans la réhabilitation des infrastructures. Ce sont les principaux messages que je voudrais citer. Et ne pas chercher des responsables, à savoir à qui est la faute. Parce qu'on avait démarré par ça. Si on cherche, on ne va pas forcément trouver, c'est ça en fait, à tout cas de trouver des solutions à la crise. À la crise, il ne faut pas se contredire également, il faut dire la vérité aux gens. La cohérence. Merci infiniment à vous. Merci Rachid. Cher Afila, je rappelle l'ancienne ministre déléguée en charge de l'eau, membre du bureau politique du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme et experte spécialiste en ressources. Merci beaucoup. Hydriques. Merci à vous et à très bientôt. Merci, à bientôt.